Très cher développeur .NET, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo où je vais te présenter le design pattern Unit of Work. Alors c'est un design pattern qui ne fait pas forcément partie des patterns classiques du fameux Gang of Work que j'ai déjà fait dans cette série de vidéos, mais néanmoins il est très utile, surtout qu'il est hérité de la logique qu'on a dans la base de données pour les transactions dites acides, notamment pour leur atomicité, c'est-à-dire que tout passe ou rien ne passe, et ça peut être très utile pour des règles business. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu aimes ce que je fais et que tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à lâcher ton pouce vers le haut sous la vidéo, et tu peux également t'abonner à ma chaîne, avec ou sans notification. Si tu veux plus de contenu autour des techno.net, je te renvoie vers ma plateforme htsurning.com, tu as le lien dans la description, tu y trouveras l'intégralité de mon catalogue de formation On vend ma VOD, et d'avant je te remercie de ton soutien. En fait, on a quelque chose d'assez intéressant et super puissant au niveau de la BDD qu'on n'a pas forcément dans le code, c'est cette atomicité. En bref, dans le code, on a besoin de dire tout passe ou rien ne passe. Quand c'est côté base, c'est typiquement dans une transaction, on va faire plusieurs enregistrements, des updates, des inserts ou des deletes, et faire à la fin un commit. Le commit va tenter de tout faire d'un coup, et si ça ne passe pas, on fait un rollback pour dire je reviens en arrière, et je ne peux pas juste faire une partie des données pour leur intégrité. Ici, c'est la même chose, mais en code. Alors attention, ici, je ne vais pas parler du Unit of Work par rapport à la base de données, parce que c'est un pattern qu'on retrouve quand on va interagir avec une BDD. Par exemple, Entity Framework Core, dans son DB Context, fait usage du Unit of Work pour justement garantir cette transaction et utilise le pattern. Nous, ici, on va rester vraiment 100% en code C#. Donc j'ai préparé ça en avance de phase pour ne pas que tu perdes du temps à me regarder, coder, et je vais t'expliquer ce que j'ai fait. On va travailler ici avec un exemple d'un service qui permet de faire des achats. Ce service d'achat va concerner deux éléments principaux, la partie facturation et la partie gestion de l'inventaire. Donc ici j'ai pris un exemple, j'ai créé un utilisateur ainsi que l'identifiant d'un produit, j'ai dit que cet utilisateur avait 100 € dans son porte-monnaie et que ce produit était dans le stock en 2 exemplaires. Donc premier cas de figure, le cas du succès, l'utilisateur va acheter ce produit pour une seule fois et le produit coûte 30 €. Donc ici, les deux conditions sont réunies, la personne a assez dans son porte-monnaie et il y a assez d'éléments dans le stock. Donc ça veut dire qu'on va passer ici dans le cas succès, on verra que le solde de son porte-monnaie aura été débité de 30 € et le stock aura été débité de 1. Ensuite, on va faire un second essai qui va être un échec. Cette fois-ci, l'échec, pourquoi ? Parce qu'en fait, une des deux conditions n'est pas remplie. J'essaye de lui dire que cet acheteur veut acheter ce produit, donc la même chose, en 5 quantités et qui coûte 10 € pièce. Donc, il a assez d'argent parce que ici, si on fait 100 moins 30, il lui reste 70 €. Donc, 5 x 10, 50, il a assez d'argent pour l'acheter, mais on n'a pas assez d'éléments en stock. On veut 5 éléments de ce produit. Alors, je te concède que le prix a changé entre les deux appels, mais ça c'est un détail, et donc ici on va avoir une erreur qui va nous faire un échec attendu. Donc si je l'exécute directement dès maintenant, on peut voir que au niveau du wallet, j'ai bien moins 30 qui est enregistré, donc je passe à 70. J'ai bien l'inventaire qui va réserver une instance de cet élément, donc il en restera 1 au niveau du stock. Je complète ma transaction, ce qui veut dire qu'au final, la personne a 70 € dans son wallet une fois que la transaction a été commit et le stock est à 1. Ensuite, on fait le second essai. Et dans le second essai, on va débiter le wallet de 50, ok, 20. Sauf qu'ici, l'inventory va nous renvoyer une erreur en disant il n'y a pas assez en stock, donc on va faire un rollback et le rollback va recréditer le wallet de 50 en affichant ici que l'échec c'est parce que le stock est insuffisant et donc au final on se retrouve avec la même situation qu'avant et donc ici même si on avait véritablement débité 50, le rollback nous recrédite les 50. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? Déjà j'ai fait donc 3 services assez simples, le wallet service parce qu'on a une collection de balances. Alors ici j'ai poussé un peu l'exemple un peu plus loin si on veut le tester avec d'autres utilisateurs ainsi de suite, mais en bref j'ai un dictionary qui fait le lien entre un user ID et le montant qui me permet de faire des opérations sur cette balance, le set, le get, le débit, le crédit, donc c'est très simple, le but c'est de pouvoir manipuler le portefeuille de la personne. Ensuite j'ai le inventory service. Pareil, j'ai un dictionary qui me fait le lien entre l'identifiant du produit et la quantité en stock, donc avec la même logique, sauf qu'ici la terminologie change un petit peu, c'est réserver un élément du stock et libérer un élément du stock, c'est-à-dire le remettre dans le stock, mais ça change pas grand-chose. Et ensuite j'ai le purchase service qui lui fait usage du pattern Unit of Work, parce qu'en fait ce que je dis c'est que quand je veux faire un achat pour un utilisateur avec un produit en fonction d'une certaine quantité et du prix par produit, ce qui normalement aurait dû être la responsabilité de l'inventory service, mais ça c'est un détail, eh bien je fais tout ça dans un Unit of Work, où est-ce que justement je lui dis voilà ce que je veux faire,
commit-moi cette transaction et dis-moi si elle fonctionne. Et en fait, le pattern unit of work n'est pas très compliqué parce qu'il va se baser sur des opérations qui peuvent être annulées. Donc on a déjà vu comment faire un do et undo dans un des patterns au niveau de la chaîne, le pattern memento. Ici on va avoir une logique qui va être plus ou moins similaire parce que notre interface expose deux méthodes, faire et défaire, do, undo. Et en fait, quand on va vouloir dire que je veux exécuter dans le cadre de cette unit of work ces opérations, je suis obligé de créer des opérations concrètes qui vont interagir avec un service. Donc ici, moi, je l'ai fait interagir avec le service, mais en tout cas, cette opération va devoir travailler avec un ensemble d'informations et un service, dans mon cas, pour justement pouvoir aller l'affecter. Donc par exemple, j'ai le debit wallet operation, qui est une opération qui implémente le irreversible operation. Donc dans le do, je vais faire un débit et dans le undo, je fais un crédit. C'est aussi simple que ça et ce que je fais, c'est que j'utilise justement le service avec le user ID et le montant que je veux déduire ou créditer. Et en fait, quand je fais vraiment un débit, j'appelle la méthode débit et quand je fais un undo, j'appelle la méthode crédit. Donc ça veut dire qu'on est capable d'aller dans un sens comme dans l'autre. Et tu l'auras compris, pour l'inventaire, c'est la même chose pour la gestion du stock. Je travaille avec le inventory service. Je parle ici non pas d'un user, mais bien d'un produit et d'une quantité du stock. Donc si jamais je fais un réserve, je prends cette quantité-là. Si je fais un release, je remets cette quantité-là. Et donc ces éléments me permettent ici d'aller toucher des limites de ma logique métier, notamment par rapport à la notion d'inventory. Comme tu le vois ici, j'ai une condition. Si jamais le stock pour cet article est inférieur à la quantité, je n'ai pas assez de stock. Sinon, je peux le débiter. Donc ça, typiquement, c'est une règle métier que j'ai codée ici. On aurait pu la coder tout à fait autrement, mais en tout cas, je l'ai à cet endroit-là. Et pour le wallet, j'aurais la même chose ici, à savoir est-ce que la personne a assez d'argent, parce qu'en fait, j'aurais pu faire un autre cas d'échec, dire qu'il y en avait assez en stock, mais que la personne n'avait pas assez d'argent sur son porte-monnaie. Bref, c'est un détail encore une fois. Et donc, ces opérations, ce que je vais faire, c'est que je les enregistre dans mon purchase service, dans le cadre de l'unit of work. Donc en fait, je crée ici une nouvelle instance de unit of work et je lui dis, voilà les opérations que je veux faire dans le cadre de cette transaction. Donc j'enregistre toutes les opérations et je fais un commit. Alors ici, moi, les opérations, quand je fais un register, on va aller voir l'implémentation parce que mon unit of work, au final, il n'est pas très compliqué. Je fais un register en disant je veux enregistrer cette opération dans le cadre de cette transaction unit of work. J'ai un commit et j'ai un rollback. Et donc, unit of work est ici, qu'est-ce qu'il fait? Moi, j'ai mis une simple liste d'opérations et quand je fais un register, je les ajoute. La différence, c'est que effectivement, quand je fais un commit qui est ici, je vais prendre les opérations qu'il y a dans cette liste pour les exécuter et les mettre dans cette stack. Pourquoi? Parce que c'est important de pouvoir dépiler s'il y a une erreur. En bref, quand je les enregistre, je ne tiens pas spécialement compte de l'ordre, mais ici, effectivement, je veux les dépiler dans l'ordre dans lequel ils ont été exécutés. On aurait pu être vraiment très rigoureux et dire que quand on les enregistre également dans une queue, first in, first out. Donc en gros, le premier qui est enregistré, c'est le premier qui va être exécuté. Et justement, quand je fais un commit, je vais les exécuter et les empiler de telle sorte à pouvoir les dépiler. Il y a plusieurs façons de faire, c'est très libre et encore une fois, ça va vraiment dépendre de la logique que vous souhaitez mettre en place. Mais quoi qu'il en soit, la seule chose qu'il faut savoir ici et garder en tête, c'est que quand on veut mettre en place cette transaction, il faut enregistrer les opérations qu'on veut faire. Et quand on fait un commit, le but c'est d'aller toutes les exécuter. Et une fois qu'on les a exécutées, on les met justement dans cette pile d'opérations exécutées pour pouvoir éventuellement les dépiler. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? On fait appel à la méthode do de chacune des opérations. Ici, moi, je suis parti sur une exception. On aurait pu faire en sorte que do, par exemple, renvoie un booléen ou un result si tu veux utiliser le pattern result. C'est encore autre chose. Et donc, je fais un try-catch autour de ce do. Si jamais do renvoie une exception, je vais rentrer dans le catch. Do, je fais un rollback et je vais donc dépiler ce que j'ai fait pour faire des undo. Alors, ici se pose également la question, que se passe-t-il si jamais mon undo échoue? Là, le log, c'est ignoré, mais ça peut être assez dramatique si ton undo va échouer et en tout cas, tu veux être prévenu. Donc, c'est le genre de choses sur lesquelles il faut être très vigilant et vraiment le tracer. Et l'exception que j'ai rencontrée ici, après avoir annulé toutes les opérations, le mieux, c'est de la renvoyer aux parents, à l'appelant pour qu'ils soient au courant de ce qui s'est réellement passé. Et donc le rollback, c'est simplement de faire des undo. Donc ici, j'ai fait l'implémentation, mais au final, le rollback, t'en as pas besoin parce qu'il est implémenté au sein du commit, mais tu pourrais imaginer par exemple que tu n'as pas envie de gérer ça dans le commit, et plutôt que ici, dans mon purchase service, je fasse tout ça
tout ceci dans un try-catch, et si je catch une exception, je fasse un UOW.rollback. En tout cas, le rollback, au final, c'est ce qu'on a fait ici, mais implémenté directement. Donc, en fait, simplement prendre les opérations depuis la dernière jusqu'à la première. Encore une fois, on part sur la logique d'une stack dans cet exemple-ci pour faire des undo. Là, on ne fait pas attention au catch de la même façon que ici. Donc, ça, c'est le genre de choses sur lesquelles tu veux être vigilant. Donc, c'est pas très compliqué, en fait, le unit of work. On essaye juste de reproduire quelque chose de génial côté BDD. C'est la possibilité d'annuler quelque chose qui se serait passé si jamais quelque chose se passe mal dans le cadre d'une transaction business. Donc ça veut dire que toutes les opérations que tu fais dans le cadre de Unit of Work doivent pouvoir être faites dans un sens, mais également dans l'autre sens, ce qui peut nécessiter que tu fasses des adaptations. Ça peut être très pratique quand tu veux être sûr que toute une transaction métier passe et que tu n'aies pas des éléments qui soient fragmentaires, dans le sens où une partie a réussi mais l'autre a échoué. Je l'ai déjà mis en place de façon un petit peu différente dans certains projets et c'est très pratique pour s'assurer que tout ton algorithme métier a modifié les données de façon cohérente. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo autour de la techno.net.